Chers amis, je vous parle depuis le confinement en région parisienne. Et j'ai envie de parler de tout sauf le corona, le Covid-19, ce virus qui nous enferme chez nous. Alors qu'en réalité, l'idée de mon discours m'est venue du fait d'un des problèmes liés au confinement auquel sont soumis auquel est soumis plus d'un quart de la population mondiale. Parce que je ne sais pas si c'est juste en région parisienne, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, mais autour de chez moi, les prix des aliments sont en train de monter en flèche. Par exemple, lundi, je suis allée faire mes courses, lundi dernier. Je suis allée chez le maraîcher, j'ai acheté 5 pommes, une botte d'asperges, un peu de fenouil, du céleri, 3 kiwis, 2 courgettes et une barquette de fraises gariguettes. J'en ai eu pour 50 €. Le pain, bizarrement, est passé d'1,10 € la baguette à 1,30 € comme ça, du jour au lendemain. En plus, il faut faire la queue 20 minutes devant le boulanger, c'est pas trop génial. Le lait, quant à lui, est quand même à 1,60 €. Avant, c'était à moins d'1 €. Non, je me trompe peut-être. Et la bière a augmenté de 10%, ce qui me brise le cœur, comme ceux qui me connaissent peuvent imaginer. Le problème, c'est pas un manque d'aliments, parce que, bon, les prés vont bien, les vergers, les potagers, eux, ne sont pas affectés par le coronavirus. Les vaches, les moutons non plus. C'est un problème lié à plusieurs facteurs. Tout d'abord, maintenant, comme les frontières sont fermées, on ne mange plus que des produits français. Or, les terres françaises coûtent plus cher que les terres espagnoles, par exemple. Les personnes qui travaillent en France ont des salaires plus importants qu'en Espagne ou en Italie. Et de même, en France, principe de sécurité oblige, on met moins d'entrants dans nos champs, ce qui fait que la production est moins importante. Les produits français sont donc tout naturellement plus chers que les produits qui viennent des autres pays de l'UE ou hors UE. Il y a également un problème lié à la cueillette des fruits et légumes, parce que dans l'ensemble, les saisonniers qui récoltaient nos fraises à cette saison venaient de Roumanie ou d'autres pays de l'Union européenne. Ils ne peuvent plus rentrer. Donc, on n'a plus de petites mains pour travailler dans nos champs. C'est pour ça, d'ailleurs, que le ministre de l'Agriculture français, Didier Guillaume, a déclaré le 24 mars qu'on avait besoin de personnes pour cueillir les fruits et que tous ceux qui n'ont pas d'activité actuellement pouvaient aller cueillir des salades et des fruits à la campagne et cumuler le chômage et le salaire. Ce qui, bien entendu, augmente encore les prix des aliments. Et apparemment, ça a eu un véritable succès. Moi-même, j'ai essayé, tellement j'en ai marre d'être confinée chez moi, mais tout est déjà pris dans mon coin. Et l'approvisionnement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le train des primeurs, qui approvisionnait le marché de Rungis, qui approvisionne la région parisienne et pas mal de grandes villes autour de Paris également, a disparu depuis 2019. On dépend donc du transport routier pour approvisionner Paris, Rungis, en produits. Beaucoup des routiers, cependant, ont décidé d'exercer leur droit de retrait face au corona, ce qui me semble tout à fait logique. Il y en a aussi qui sont tombés malades, normal, ils se déplacent, ils sont en contact avec plein de monde. Et il y a moins de stations-service ouvertes, moins de postes où ils peuvent faire une petite pause, grignoter un bout, parce que tout est fermé. Donc, l'approvisionnement complexifie et est très compliqué. Et il y a aussi un manque de produits dans nos supermarchés, nos maraîchers, nos bouchers, nos boulangers, etc. Parce qu'en ce moment, confinés chez nous, on achète plus. Quand on mange nos 3 repas principaux à la maison, si on est étudiant, salarié, collégien, eh bien on mange plus que 30% de plus en vérité. Parce que le repas de midi, c'est toujours le repas le plus consistant. Donc, on consomme plus. Quand on est confiné, surtout si on est confiné dans un studio de 20 mètres carrés, on a tendance à plus grignoter. Donc, les rayons de nos supermarchés se vident. Ce n'est pas juste lié à la panique qui a précédé le confinement en France le 16 mars. Et les commerçants, quand ils voient leurs rayons vides,
bah, ils appliquent la loi de l'offre et la demande, ils augmentent un peu leur prix, ce qui est pas super sympa, mais parfaitement humain. Le confinement est temporaire, on devrait être sorti d'ici à la fin avril 2021. Mais le problème d'approvisionnement des grandes villes est un problème qui existe depuis longtemps, qui fait couler beaucoup d'encre et ne va pas disparaître de sitôt. En effet, comment avoir une production agricole locale quand on habite le centre de Paris? C'est pas possible. Et c'est la même chose si on habite à New York, si on habite à Dubaï. Il n'y a pas de grande terre agricole dans le coin. Ce qui est un problème lié à l'empreinte carbone de ce que nous mangeons. Si nos pommes viennent du Danemark, elles ont quand même une sacrée empreinte carbone. Et aussi un problème de qualité. Parce que des fraises espagnoles qui sont très bonnes en Espagne ou des melons espagnols qui sont également délicieux en Espagne, quand ils arrivent chez nos maraîchers à Paris, ils ont été transportés dans des camions réfrigérés pour de longues journées. Donc, des fraises espagnoles sont forcément moins bonnes que des fraises qu'on aura achetées à Noyon, qui ont poussé à Noyon, capitale de la fraise, sachez-le. Il y a des initiatives pour régler ça. Alors, je suis certaine que vous avez tous vu, si vous habitez Paris, ces initiatives de potager urbain, une sorte de campagne à la ville. Alors, les balcons parisiens, à un moment, ont commencé à avoir des petits terrariums, des petits balcons, des petits potagers bio. Et une autre initiative qui est bien moins temporaire que celle de nos balcons potagers, c'est les voies ferrées désaffectées qui longent les maréchaux. Dans beaucoup de cas, elles ont été reprises et sont devenues des petites fermes bio. J'ai même été à une petite ferme bio de quartier. Et c'était les gens du quartier qui s'en occupaient. Ils avaient des petites poules. C'était super sympa. Mais c'est beaucoup, trop peu. C'est pas assez. C'est trop peu, à trop petite échelle. Une ville qui a été confrontée à ce problème à la fin de l'an dernier, c'est Dubaï. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Dubaï allait accueillir l'Expo universelle de 2020 cette année. Et ils avaient un petit souci d'approvisionnement parce qu'il n'y a pas beaucoup de prêts dans les Émirats arabes unis et ils doivent tout importer. Mais l'exposition universelle de 2020 parlait du thème de la durabilité, de l'écologie, de sauver l'environnement. Et c'était un peu un oxymore d'importer des tonnes d'aliments pour une exposition universelle qui était sous le sceau de l'écologie. Ils ont donc décidé de chercher une solution. Ils ont construit avec une entreprise du nom de Crop One Holdings la plus grande ferme verticale au monde. Une ferme verticale qui avait une emprise au sol de 1,2 hectares, mais une surface de production de 130 000 mètres carrés. Ça a un investissement significatif, 146,8 millions de dirhams, ou plutôt 34,8 millions d'euros pour ceux d'entre nous qui ne savent pas ce que représente un dirham. Elle a une production agricole très raisonnable, très respectable plutôt. En effet, elle produit 2700 kg de légumes verts, de légumes feuillus par jour. Et ces 2700 kg étaient destinés à alimenter l'exposition universelle et ensuite l'aéroport de Dubaï, parce que cette ferme, elle est dans la région de l'aéroport de Dubaï. Et elle consomme 99% moins d'eau que l'agriculture traditionnelle. C'est pas tout à fait les oasis de Scheherazade dans les Mille et une nuits, mais c'est pas mal de manger des salades qui ont été produites dans le désert, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une ferme verticale? Quand j'ai vu l'expression pour la toute première fois, j'ai pensé au jardin suspendu de Babylone. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ai une imagination hyperactive, mais vraiment j'ai pensé à ces jardins suspendus. Mais c'est quelque chose qui en réalité
est devenue une idée, une vraie idée bien plus tard. Elle remonte à 1999. Un professeur de l'université de Columbia, à New York, Dickinson Despomer, qui a eu l'idée, qui n'est jamais devenue réalité, de construire une tour qui permette d'alimenter New York City. Elle aurait eu l'emprise au sol d'une tour d'habitation normale pour New York, hein, on est bien d'accord. Elle aurait eu 30 étages de production, aurait permis d'alimenter 10 000 personnes toute l'année pour un modique coût de construction de 84 millions de dollars. Alors l'idée de M. Despommier, du professeur Despommier, n'est jamais devenue réalité, au contraire. La première tour d'agriculture verticale a vu le jour à Singapour, une île, État densément peuplée et très urbaine, comme vous le savez. Elle a vu le jour en 2012, la première tour, et ça a tellement bien marché qu'en 2013, il y avait déjà 120 tours d'agriculture verticale, et chacune avait 38 étages de production. Ça fonctionne, c'est très simple en fait, c'est comme une ferme, mais c'est vertical. Une plante, pour pousser, a besoin de lumière, d'eau, de sels minéraux et de nutriments, bien entendu. C'est ce qu'on appelle l'agriculture hydroponique ou aéroponique. Alors, en grec, ponos, c'est l'effort. Hydro, c'est l'eau, et aéro, l'air. Le boulot, il est fait par l'eau et l'air, parce que, bien entendu, il y a bien moins de mauvaises herbes dans une ferme artificielle qu'un pré normal. Donc, c'est très simple, il y a plusieurs étages avec des bacs de légumes. Les légumes sont placés dans un substrat neutre, du sable, des billes d'argile par exemple. Et ce substrat neutre est irrigué par une solution de sels minéraux qui contient des sels minéraux et des nutriments. L'éclairage est artificiel, mais avec les nouvelles LED qui ne consomment presque pas d'électricité, ce n'est plus le puits énergétique que c'était de par le passé. La cueillette se fait en grande partie par des automates, donc on a plus besoin d'être ingénieur que cueilleur pour travailler là. C'est très simple, un tant soit peu futuriste, peut-être même un peu dystopique, mais ça a énormément d'avantages. C'est sobre en eau, en énergie, ça a une très faible emprise du sol, ce qui est bien dans nos zones urbaines densément peuplées. Ça pallie le manque de terres cultivables parce que, bien entendu, la population mondiale augmente et plus on est nombreux, plus on va manger, plus on mange. Or, les terres agricoles commencent à un peu tirer de la langue du fait de l'agriculture intensive. Le biome est dégradé par un trop grand nombre de pesticides, d'une agriculture trop intensive. Il y a de la désertification. Par exemple, au Brésil, les hectares entiers de forêt amazonienne qui ont été brûlés accidentellement l'an dernier, maintenant, c'est des déserts, tout simplement parce que la terre n'est pas adaptée à la culture du soja. C'est une agriculture locale, on ne transporte pas les aliments et ça permet aussi d'avoir en fait une production en circuit très court, une boucle très courte. On peut méthaniser, composter nos déchets qui ensuite rentrent dans la ferme verticale. C'est local au point que ça peut même fonctionner à l'échelle d'un quartier. Un quartier peut être en parfaite autarcie alimentaire aussi. Il a une petite ferme verticale et ça améliore plutôt la qualité de l'air. Parce que imaginez les 2700 salades produites tous les jours à Dubaï, les 2700 kilos de salades produites tous les jours à Dubaï, c'est des sacrés puits carbone, hein, tous ces légumes verts. La liste des avantages est longue. Il y avait un inconvénient qui a été mentionné à plusieurs reprises, le problème du chauffage et de l'éclairage des serres. Néanmoins, grâce à nos avancées technologiques, grâce à l'environnement, grâce aux énergies renouvelables,
eh bien, la consommation énergétique devient bien moins gourmande qu'elle ne l'était de par le passé. Donc, très peu d'avantages, mais sans doute beaucoup moins de charme. Est-ce que c'est l'avenir de l'agriculture, ces fermes verticales? Est-ce qu'il va falloir réécrire tous les livres de Martine à la ferme? Ça va être compliqué, mais bon, si on veut expliquer l'agriculture à nos enfants, c'est clair que les livres traditionnels ne seront plus de vigueur. Est-ce que c'en est fini des longues siestes sous les arbres dans les vergers? Peut-être. Ça me rend un peu nostalgique, j'admets.